Allez, on parle des marchés boursiers à présent sur Boursorama et cette question, les résultats d'entreprises, les statistiques en dur de l'économie américaine notamment, sont-ils si exceptionnels ces résultats pour justifier des marchés boursiers qui sont au plus haut historique? On voit ça avec Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef du site La Bourse au quotidien, quand on voit les chiffres, effectivement on les rappelle, Nasdaq plus 25% depuis le début de l'année, on a 6700 points, le Dow Jones plus 19%, 23 500 points. La question, on va rentrer après vraiment dans le détail des statistiques, mais quand on regarde encore une fois les statistiques que j'appelle en dur, la croissance américaine, on a eu ce chiffre de 3% qui est quand même très très fort, largement au-delà des attentes. Quand on voit les publications trimestrielles avec des chiffres pour les grandes valeurs de la tech absolument exceptionnelles, est-ce qu'on peut dire que l'économie réelle valide cette euphorie et a posteriori les niveaux qu'ont atteint les marchés boursiers, évidemment américains? Alors, la réponse que vous entendez le plus souvent est ça y est, on a une croissance robuste, auto-entretenue et des résultats qui sont au top. Une croissance synchrone, je crois, sur les 15 premiers. Mais c'est pas faux quand on voit la croissance américaine, 3% encore. Mais vous savez comment le chiffre a été fabriqué? C'est juste. Non, mais parlons de la croissance. On ne sait pas comment ils sont arrivés à 3% avec deux cyclones majeurs qui ont entraîné le déplacement de plusieurs millions de personnes sur. Les statistiques prennent mal en compte justement les ouragans, c'est ça, sur le troisième trimestre? On ne sait pas de modéliser ça. Et en fait, les statistiques sont toujours construites, si vous voulez, sur une extrapolation des précédentes. C'est pas du tout un constat, c'est pas une photographie comptable à l'instant T. Tout est une question de projection, de redressement. Le chiffre des 3%, j'y crois pas du tout. C'est une première estimation. Mais si, même si c'est 2,5, on pourrait se dire que c'est pas mal. Sauf que, comment on obtient 2,5% de croissance? Alors moi, j'ai regardé la monnaie imprimée par les banques centrales. Donc, si on fait le total je crois que c'est... Quel rapport avec la monnaie? 60 milliards injectés. Non mais pourquoi la monnaie? On regarde l'investissement, la consommation. On voit que la consommation, c'est la moitié, en termes de ce que ça a apporté en croissance aux États-Unis, c'est la moitié de la croissance qui vient de la consommation. Il y a les exports. Pourquoi est-ce qu'on parle des banques centrales? Quel rapport? Parce que c'est eux qui émettent de la monnaie dette, qui émettent du crédit. Cette notion de crédit est très importante parce que vous allez voir, je vais faire une petite distinction entre l'argent injecté par la Banque centrale du Japon, par la BCE, donc là on sait exactement où on en est, on était à 720 milliards par an, on était à un peu plus de 600 milliards du côté de la Banque du Japon. Et les États-Unis, attention, la Fed n'injecte plus, il n'y a plus de QE au Japon, plus de QE aux États-Unis, mais on a un accroissement de 670 milliards du déficit américain qui va donc être comblé à coût de planche à billets de bons du Trésor. La différence, c'est que cette fois-ci, ce ne sera pas la Fed. Mais bien sûr que si. Mais c'est plus la planche à billets américaine. Puisqu'il n'y a plus de QE aux États-Unis, elle n'achète plus du bon du Trésor américain. C'est-à-dire que le Trésor américain émet, on va dire pour arrondir, va émettre 700 milliards de dollars pour boucher les trous. C'est de l'argent sorti de nulle part, c'est de la planche à billets. Quand on sort de l'argent de nulle part, c'est de la planche à billets. La différence, c'est que ce n'est pas la Fed qui va les acheter, comme le ferait la Banque centrale du Japon qui achète tout. Donc nous sommes à 2350 milliards d'argent créés ou injecté sur un PIB mondial de 77 000 milliards. Ça fait plus de 2,5% d'argent créé, sorti de nulle part, pour obtenir une croissance aux États-Unis de 2,5%, en Europe de 2%, et dans le monde... Beaucoup de moyens engagés monétaires pour pas tant de croissance que ça, c'est ça l'analyse. Mais là, je dis que la moitié des choses. Parce que si Fed plus BCE plus Bank of Japan injectent 2350 milliards cette année, la Banque centrale chinoise en est, tenez-vous bien, j'ai relu le chiffre plusieurs fois, parce que au départ, je ne l'ai pas cru, 4 000 milliards pour une économie chinoise dont le PIB est de 12 000 milliards. C'est-à-dire que la Banque centrale chinoise a injecté... Quel rapport avec notre sujet du jour là? Parce qu'on parle pour le coup du marché boursier américain. Eh bien voilà, nous sommes en plein dedans. C'est-à-dire que si vous retirez les 4 000 milliards injectés par la Banque centrale chinoise, les 2 350 milliards injectés par les banques centrales, vous arrivez à une croissance qui est négative. C'est-à-dire que toute la croissance dont nous parlons à l'instant, est une croissance achetée à crédit. Ce n'est pas une croissance. Mais le résultat, en tout cas, c'est que cette croissance, elle est là et qu'on a en tout cas 3% de croissance. Elle est là parce qu'elle est
à crédit. Ce n'est pas cette fameuse croissance auto-entretenue, vous savez, qui ne marche plus avec des béquilles ni avec un déambulateur, mais qui au contraire part en petite foulée. Bon, et sur maintenant les entreprises, quand on voit encore une fois les résultats exceptionnels des entreprises de la tech américaine, Amazon, chiffre d'affaires sur le sol américain, plus 34% sur un seul trimestre, un bénéfice par action 16 fois plus élevé que ce qui était attendu, 24% de croissance du chiffre d'affaires pour Alphabet, Twitter qui affiche des meilleurs résultats que prévus. Les résultats sont là pour les grandes boîtes du Twitter, Nasdaq. moins pire, déficit moins pire qu'attendu. Alors quant à Amazon, je trouve ça extraordinaire. Résultat 16 fois meilleur que prévu. Je vous rappelle que Amazon, depuis le début de l'année, avait révisé par 3 fois à la baisse son objectif de profit par titre. On était parti, je crois, de $2, ce qui est déjà pas grand-chose pour un titre qui valait à l'époque $900. Maintenant, on en est à 1100. On est revenu de $2 et dernière statistique, c'était 15 cents par titre. Et là, au miracle, nous avons 52 cents par titre. 52 cents pour un titre qui vaut $1100, ça fait quand même un rendement mirobolant de 0,005%. Autrement dit, grâce à ce bon résultat, le PER d'Amazon est retombé de 260 à seulement 120. C'est une affaire, il faut y aller. Et sur Alphabet, chiffre d'affaires en hausse de plus de 24%, maison mère de Google, où est le problème? C'est magnifique. Pas de problème, vous prenez la courbe des résultats, on est dedans un petit peu, on va dire, plutôt vers le sommet du canal, mais aucune surprise au niveau de Google. Bien sûr, les résultats... C'est très bon, mais c'est très bon. Les résultats avaient été sous-estimés comme d'habitude, et on a l'effet de ravissement en découvrant qu'on est en haut de la fourchette des estimations. Donc ça, c'est prodigieux. Et on nous fait le coup pour toutes les techs, c'est-à-dire que quand le résultat... Donc les résultats, vous écoutez, des valeurs tech ne sont pas si exceptionnels que ça? Mais ils sont très bons. Ah, ils sont très bons. Mais ils sont exactement ceux que l'on attend dans les salles de marché. Mais pas mieux. Mais à chaque fois, comme on a minoré l'attente, on est sur un effet de ravissement. Et en ce qui concerne Amazon, je vous rappelle, je voudrais souligner qu'avec sa capitalisation qui atteint aujourd'hui 528 milliards de dollars, ça fait 2 fois Walmart. Et surtout, Amazon, c'est la totalité de la capitalisation du secteur de la distribution aux États-Unis, en rajoutant même les Gap, les Ralph Lauren, etc. Et en fait, c'est the winner takes all, c'est-à-dire que Amazon a écrasé littéralement tout le reste. C'est-à-dire que globalement, le poids sectoriel de la distribution n'a pas vraiment augmenté, mais Amazon a écrasé tout le reste. Ce qui veut dire que quand on parle de bons résultats, si vous avez un Amazon et que vous avez 10 perdants en face, et quand vous avez un Alphabet et en face d'autres champions de la tech, mais qui n'ont pas réussi à émerger, vous avez là un panorama complètement déséquilibré et où vous avez 4 GAFA qui aujourd'hui représentent en capitalisation 1,5 fois la capitalisation du CAC 40 et plus de 120% du PIB français sur 4 entreprises. Donc pour conclure, à la question, on la voit, est-ce que les résultats sont à la hauteur des niveaux atteints par les marchés boursiers? Ils sont très bons, mais comme on avait revu et minoré à la baisse les attentes, finalement, c'est pas aussi bon que ça. C'est ce que j'ai compris en filigrane. C'est ça. Et surtout, regardez le poids des GAFA. Quand je vous dis que ça représente plus de la capitalisation du CAC et plus du PIB français sur 4 entreprises dont les résultats sont très bons. Dont 3 sont complètement dématérialisées. Enfin, Alphabet, c'est du service pur. Amazon, c'est du service. Et il y a Apple, dont on attend effectivement des commandes de l'iPhone 10. Quel est le problème? Quel est le problème que ce soit du service? Le problème n'est pas c'est pas que ce soit du service, c'est qu'aujourd'hui, ils se payent des multiples absolument faramineux, sauf peut-être Apple. Mais tant que les résultats suivent, après, ça peut se payer cher. Et on finit là-dessus. Enfin, si vous avez, alors, je prends un autre exemple. La capitalisation des GAFA, c'est plus 1000 milliards depuis le début de l'année. Est-ce que la richesse qui sera distribuée aux actionnaires au cours des 10 prochaines années va atteindre 1000 milliards? C'est-à-dire que vous avez une inflation de la capitalisation qui est hors de proportion avec la possibilité de distribution de dividendes ou de profits les plus optimistes qu'on puisse formuler sur 10 ans. 1000 milliards de capitalisation en plus par rapport aux profits qui vont être réellement distribués. Et quant à ceux d'Amazon, c'est extraordinaire, 52 cents par titre, 252 millions de dollars.
Enfin, on saisit complètement. Après, la bourse a toujours un temps d'avance. Peut-être que dans quelques années, ça sera des milliards de dollars qui seront distribués. Elle n'a plus un temps d'avance. Là, c'est Aldous Huxley qui se projette sur le 21e siècle. Bon, voilà, merci à vous, merci pour ces commentaires. Et ce point de vue signé Philippe Béchade, rédacteur en chef du site La Bourse au quotidien. Merci.